Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mickaël et je serai en votre compagnie pour ce nouveau podcast qui vous est proposé par le Discord solidaire. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nicolas Châtel-Launay, candidat de Québec solidaire dans Jacques-Cartier. Bonjour Nicolas, comment ça va? Bonjour Mickaël, ça va très très bien. Alors, je propose qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet, mais avant de parler de politique à proprement parler, je pense qu'il serait nécessaire peut-être de découvrir qui est Nicolas Châtel-Launay. Ma première question, ça serait tout simplement, qui êtes-vous? Quels sont vos intérêts, votre parcours scolaire, etc.? Pour commencer, je suis un homme de 28 ans, biologiste de formation. Je suis entomologiste, donc ma spécialité c'est les insectes et la gestion des insectes. J'ai grandi sur deux continents, donc entre le Québec et la France et un peu en Suisse aussi. Mon père est québécois, ma mère est française. Et j'ai passé le gros de mon adolescence à Laval, où une des premières choses qui est venue me toucher au niveau politique, c'était la protection des milieux boisés en zone urbaine, particulièrement le bois de l'Équerre à Sainte-Rose à Laval. C'est une des premières choses qui m'a incité à m'impliquer politiquement. C'est sûr qu'ayant fini mon secondaire, je suis allé au Cégep du Vieux-Montréal, où je suis rentré, oui, dans les groupes environnementaux, mais aussi dans le syndicalisme étudiant. J'ai poursuivi dans le syndicalisme étudiant toute ma scolarité, après ça au niveau universitaire également, à l'université McGill, au campus McDonald, dans ma circonscription. Quand tu dis que tu t'es intéressé au syndicalisme étudiant, si je reprends ton expression, est-ce que dans ton milieu professionnel aussi tu continues à t'intéresser aux questions syndicalistes ou est-ce que c'était vraiment uniquement durant tes études? Pendant mes études, donc de 2008 à 2010, j'ai été responsable aux affaires internes au Cégep du Vieux-Montréal pendant 2 mandats. Puis après, à l'Université McGill, vice-président finance en premier cycle. J'ai été vice-président et président des deuxièmes cycles, toujours à l'Université McGill. Donc au total, presque une décennie de syndicalisme étudiant. Mais après, maintenant, je suis dans le milieu agricole, qui est un milieu là où je travaille qui n'est pas syndiqué. C'est pas la première fois que vous vous présentez sous la bannière de Québec solidaire. Vous étiez déjà présenté en 2014 dans la circonscription de Laval-des-Rapides et en 2012 dans Sainte-Rose. Est-ce que vous tirez des leçons de vos précédentes tentatives électorales avec Québec solidaire? Tout à fait, j'irais même jusqu'à dire que j'étais impliqué dans la campagne de 2008 à Laval où j'étais sur le comité de campagne. À OK. Québec solidaire, nous avons beaucoup grandi. Il fut un temps où il y avait très peu de ressources, où tout le travail était fait par les candidats partout au Québec, à part quelques comtés de Montréal. Puis maintenant, quand on regarde la situation, c'est vraiment une question de bâtir des équipes, d'avoir des bénévoles, d'aller monter des gens motivés sur le terrain à s'impliquer dans les campagnes. Laval est rendu à un niveau maintenant tout à fait appréciable où nous avons un local de campagne, des équipes de bénévoles solides, où on a vraiment des gens payés pour aider les candidats et les candidates à obtenir le plus de succès possible, chose que nous n'avions pas dans les campagnes passées. Quelques personnes diraient que j'ai le mandat d'aller défricher dans le désert, donc j'ai tendance à aller être le candidat dans des comtés où il y a un peu moins d'organisation, parce qu'à l'expérience que je sais me débrouiller en campagne avec moins de ressources. Mais éventuellement, Jacques Cartier va avoir toutes les ressources dont on a besoin et sera un comté où on sera capable de gagner. On avait interrogé un candidat dans les précédents podcasts, Milan Bernard de Gatineau, qui disait qu'il avait perçu une espèce de vague solidaire. Est-ce que vous percevez ça un peu aussi dans Jacques Cartier, que les gens sont plus curieux? On sent dans Jacques Cartier un intérêt, ou du moins un intérêt à s'informer sur Québec solidaire, quelque chose qui est complètement nouveau. Ah, Donc OK. c'est le comté le plus anglophone au Québec. 67% des gens utilisent l'anglais à la maison. C'est un comté très anglophone. C'est aussi la circonscription qui a le salaire moyen le plus élevé au Québec. Donc, quand on a une circonscription très anglophone et très riche, c'est littéralement le 1%. On ne s'attend pas à ce que Québec solidaire soulève beaucoup d'intérêt. Contrairement aux années passées, j'habitais déjà dans l'ouest de l'île en 2009, donc ça fait une décennie que je suis ici. C'est la Mhm. campagne où on voit le plus d'intérêt pour Québec solidaire. Maintenant, reste la question de la souveraineté qui bloque bien des gens, des anglophones qui seraient à gauche, intéressés par l'environnement et qui ont encore un blocage au niveau de la souveraineté. C'est mon travail d'aller les convaincre de passer outre ce blocage. Mais on en a convaincu quelques-unes et quelques-uns, puis je pense qu'on va arriver à en convaincre plus d'ici la fin de cette campagne. On a commencé à parler un petit peu de la circonscription dans laquelle vous vous présentez. Est-ce que, on a dit que c'était dans l'ouest de l'île de Montréal, est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu plus brièvement, la circonscription?
Oui, donc la circonscription de Jacques-Cartier, c'est vraiment la portion sud de l'ouest de l'île de Montréal. Donc, dès qu'on est à Ok. l'ouest du boulevard des Sources et au sud de l'autoroute 20, on est dans la circonscription, plus des parties des municipalités au nord de la 20, entre la 20 et la 40 surtout. Donc, ce sont en fait la totalité Ok. des territoires des villes de Senneville, Sainte-Anne-de-Bellevue, Pointe-Claire et Beaconsfield. Est-ce qu'on y retrouve une activité économique particulière? Donc, la circonscription de Jacques-Cartier est une circonscription de banlieue où la plupart des gens vivent dans Jacques-Cartier, mais travaillent à l'extérieur de la circonscription, surtout à Montréal. Ce qui Ok. fait que, comme beaucoup de circonscriptions de banlieue, on vit des gros problèmes avec le transport. Donc, c'est un enjeu très important ici, entre autres un transport en commun franchement déficient. Donc là-dessus, très similaire à ce qu'on pourrait retrouver à Laval sur la rive nord ou dans beaucoup de portions de la rive sud. En plus de ça, la circonscription de Jacques-Cartier est, je l'ai déjà dit précédemment, la circonscription avec le salaire moyen le plus élevé au Québec et la circonscription qui est le plus d'anglophones au Québec. Donc les francophones sont en minorité ici, même en forte minorité. Alors on a des dynamiques très différentes de ce qu'on retrouve dans la plupart des autres circonscriptions du Québec. Par exemple, si on cogne aux portes ici, mentionner ce qui s'est passé à Tout le monde en parle la veille, les gens ne savent pas forcément qui est Guy Lepage. Ok. C'est peut-être pas le meilleur lien. Par contre, on veut parler de ce qui s'est passé à CJAD ou sur CTV. On est Ok. un peu dans une bulle médiatique séparée du reste du Québec. Alors, les tendances qu'on va voir dans le reste du Québec médiatiquement ne vont pas forcément affecter Jacques Cartier. En même temps, on peut y retrouver des dynamiques qu'on ne voit pas du tout dans le reste du Québec. Si, par exemple, la Gazette ou CTV décide de prendre un enjeu dans un certain angle, le lendemain, je vais me faire parler de ça par tout le monde, alors que d'autres candidats ou candidates ailleurs au Québec n'entendent pas du tout parler de ces enjeux-là. L'environnement est quelque chose dont on me parle énormément et le REM aussi. La communauté anglophone est une communauté qui depuis de nombreuses années s'intéresse à la question environnementale. On voit beaucoup de groupes militants anglophones comme Sauvons Lansalorne, qui est en fait en bonne partie un groupe anglophone, Mhm. les groupes contre le REM, les groupes de protection du technoparc dans l'arrondissement de Saint-Laurent. C'est tous des regroupements très impliqués dans la protection environnementale et principalement composés de bénévoles de la communauté anglophone. On voit beaucoup de petits marchés publics dans l'ouest de l'île. Aujourd'hui, j'étais au marché public de Sainte-Anne-de-Bellevue. Le samedi, c'était la journée de l'environnement et on voit vraiment une grosse implication de ce côté-là. Donc ça, c'est des dynamiques qui sont très porteuses, chose à laquelle on ne s'attendrait pas forcément dans une circonscription de banlieue où on se doute pas qu'il y ait autant de vitalité sur ces enjeux. Concrètement, ça serait quoi les avantages pour les citoyens de Jacques-Cartier d'élire un député solidaire? En fait, ici, on est dans une circonscription qui a été, en anglais, on dirait taken for granted, donc qu'elle a été prise pour acquis depuis trop longtemps, parce que les gouvernements libéraux s'attendaient à ce que cette circonscription vote libérale de toute façon. Alors, il n'y avait aucun intérêt à investir ou donner quoi que ce soit pour sécuriser des votes. Et le Ok. Parti québécois savait qu'il n'avait aucun vote à gagner ici, donc aucun intérêt à s'impliquer dans la circonscription. Bref, ça fait assez longtemps qu'il n'y a pas une forte implication des gouvernements. Et je parle de communauté anglophone, mais réellement, la communauté anglophone, ce sont des Québécois et des Québécoises comme les autres qui ont les mêmes intérêts en termes d'assurance dentaire, en termes d'accès à l'éducation, en termes d'avoir un système d'éducation publique bien financé, solide, qui peut former la prochaine génération, en termes d'avoir des règles environnementales claires et en termes d'avoir des services publics qui fonctionnent pour les gens qui sont de réelles options qui permettent de laisser l'automobile à la maison ou même de ne pas en avoir du tout. Quand on fait campagne dans une circonscription comme celle-là, est-ce qu'on fait campagne dans une optique qui est différente? Jusqu'à un certain point, oui, parce que les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des choses dont on n'a pas besoin de convaincre les gens. Par exemple, dès qu'on parle de protéger les commissions scolaires et de vouloir plus de démocratie scolaire, dans la communauté anglophone, ce n'est pas une question, tout le monde est pour. Donc, Ok. les arguments de la CAQ contre les commissions scolaires, ici, ça ne passe pas du tout. Donc, Ok. il y a des choses qui sont presque plus faciles à défendre dans Jacques Cartier. Mais c'est sûr que la question qui revient
tout le temps et que je me fais poser à chaque fois, ce n'est pas est-ce que vous dépensez, mettez plus d'impôts, c'est pas ça qui intéresse les gens. En général, ce que je me fais dire, c'est j'aime votre programme, mais la souveraineté. Il y a un gros travail d'éducation à faire. Je suis en train de débuter ce travail-là et ce travail va devoir se continuer dans les prochaines années avec la communauté anglophone de tout le Québec. C'est que pendant trop longtemps, le débat sur la souveraineté a été un débat contre les anglophones, parfois et souvent contre l'immigration, pour faire un pays du Québec qui serait protégé du reste de l'Amérique du Nord et qui exclurait des Québécois et des Québécoises, principalement la communauté québécoise anglophone. Nous, notre souveraineté, nous voulons la faire parce que nous en avons besoin pour changer le Québec, faire un Québec vert, faire un Québec juste, faire un Québec qui a une réelle relation de nation à nation avec nos frères et sœurs des premiers peuples, des Premières Nations et les Inuits. Nous avons besoin des leviers du gouvernement fédéral, mais nous ne faisons pas la souveraineté contre les anglophones, nous la faisons avec les anglophones par un processus d'assemblée constituante où les anglophones seront représentés, auront leur mot à dire et qu'ensemble nous allons écrire une nouvelle constitution du Québec qui pourra intégrer beaucoup d'avancées constitutionnelles qui permettront de faire du Québec un très beau et grand pays, un pays ouvert où tout le monde aura sa place, que leurs ancêtres aient été sur ce territoire il y a 15 000 ans, il y a 400 ans, ou qu'ils soient arrivés à Dorval la semaine dernière. Quand vous dites que les anglophones auront une place dans le processus constitutionnel, est-ce que ça veut dire qu'il y a une espèce de quota ou des mesures qui sont mises en place pour qu'ils puissent faire partie de l'Assemblée constituante? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on leur assure cette place-là? Nous avons déjà annoncé à Québec solidaire que l'Assemblée constituante serait représentative de la société québécoise. Donc, dans le mode de vote que nous allons établir de façon plus fine une fois au gouvernement, mais le mode de vote va donner une répartition égale des genres, donc une chambre paritaire, mais également qu'elle représente réellement les pourcentages de la société québécoise, que ce soit les Premières Nations, les anglophones et les personnes issues de l'immigration récente ou les personnes racisées. Donc l'idée, c'est vraiment de faire une assemblée qui représente réellement la société et que cette assemblée soit chargée de sonder la société pour établir la constitution d'un futur Québec indépendant. Avec vos réponses précédentes, plus particulièrement au début de l'entrevue, on a vraiment vu que la protection de l'environnement, c'est au cœur de vos préoccupations. Le Parti vert a quand même une certaine base électorale dans Jacques-Cartier. On parle dans plus ou moins 4% selon QC 125. Est-ce que c'est vraiment la question de la souveraineté qui vous a fait choisir Québec solidaire plutôt que le Parti vert? Je suis membre de Québec solidaire depuis presque ses débuts. J'avais 16 ans quand j'ai pris ma carte en 2007 parce que je crois en toutes ces valeurs, dont la démocratie et surtout dans l'intégration de l'environnement et du reste des questions économiques et sociales. L'environnement ne doit pas être un vase clos. C'est important de protéger l'environnement pour le propre bénéfice de l'environnement, mais aussi parce que ça vient jouer sur nos politiques de santé, ça vient jouer sur nos politiques d'urbanisme, ça vient jouer sur le budget. C'est quelque chose qui doit être vu de façon intégrée. Le Parti vert sur les questions environnementales n'a, à mon sens, malheureusement pas assez intégré tous les différents aspects de la société avec la question environnementale. L'autre chose, c'est que, et c'est bien triste pour le Parti vert, pour réussir à faire tout ce que le Parti vert veut faire en environnement et que nous voulons faire en environnement, il faut l'outil qu'est la souveraineté. Ça ne se fait pas sans cela. J'ajouterais peut-être que le Parti vert a des politiques vertes intéressantes, mais que c'est seulement sous le leadership d'Alexandre Tyrell qu'il a commencé à développer une politique sociale et que cette politique sociale est dépendante du chef. Le Parti vert n'est pas un parti démocratique comme Québec solidaire où le programme, la plateforme sont vraiment le fruit du travail des membres et que les porte-paroles ne sont justement que cela, des porte-paroles qui portent le programme et la plateforme. Mais quand nous changerons de porte-parole la prochaine fois, parce qu'éventuellement Manon et Gabriel partiront, le programme ne changera pas d'un iota.
Au Parti vert, j'ai bien peur que le jour où Alex partira, les choses pourraient changer. Alors Nicolas, je propose qu'on parle un petit peu de l'agriculture maintenant parce que c'est un sujet sur lequel vous avez quand même, je pense, des larges connaissances. Vous êtes d'ailleurs agent de recherche auprès du pôle d'excellence en lutte intégrée qui a notamment pour objectif de diminuer l'utilisation des pesticides. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du modèle agricole que vous défendez? À Québec solidaire, le modèle agricole que nous défendons, c'est, dans le fond, vouloir faire un modèle qui va s'adapter aux changements inévitables que notre société doit faire au niveau environnemental, tout en préservant une vitalité économique dans les régions, dans les endroits où l'agriculture se fait, et en faisant que la population urbaine soit aussi consciente de d'où viennent ces produits, de c'est quoi l'agriculture au Québec, et de retisser ce lien entre la population consommatrice d'aliments, nous le sommes tous et toutes, y compris les agriculteurs et agricultrices qui consomment leurs produits les premiers, mangent aussi ces gens-là, et la population qui travaille de l'agriculture. Il y a Ok. une déconnexion qui a été créée principalement par l'agriculture industrielle et le fait que maintenant on achète ces produits dans des épiceries qui sont emballés, souvent suremballés, séparés de la plante sur laquelle ils ont poussé, séparés du fait que ça a été cultivé par quelqu'un et souvent carrément séparés de l'aliment en tant que tel. C'est rendu des ingrédients mélangés dans des recettes absconses, dans des produits Mhm. surtransformés qui de toute façon sont mauvais pour la santé et qui n'aident pas à développer une agriculture saine pour nous, pour les producteurs et les productrices également. Donc si on parle en termes de mesures concrètes proposées par Québec solidaire, c'est quoi exactement? Concrètement, une des mesures les plus importantes, à mon sens, que nous voulons avoir, c'est changer la façon dont l'alimentation se rend aux gens et la qualité et le type des aliments qui se rendent aux gens. Nous voulons que les pratiques agricoles répondent plus à l'environnement, mais surtout nous voulons une agriculture plus locale, une agriculture en circuit court, une agriculture où ce sont les producteurs et les productrices du Québec qui nourrissent les Québécois et les Québécoises. Au fond, ce que nous voulons, c'est une souveraineté et une sécurité alimentaire. Nous voulons que le Québec soit capable de nourrir son monde et en même temps de faire vivre ses régions. Pour faire ça, il y a plusieurs leviers importants. L'un d'entre eux, c'est le levier de toutes nos institutions publiques qui achètent déjà des aliments. Nos écoles, nos hôpitaux, nos CHSLD, même nos prisons, qui achètent actuellement des aliments souvent étrangers, Mhm. souvent de mauvaise qualité, parce que ces institutions sont sous-financées, n'ont pas le choix avec les budgets qu'ils ont de prendre autre chose que, par exemple, des cannes de tomates importées de Chine. Mhm. Nous serions bien plus heureux de voir des tomates cultivées au Québec se rendre dans nos écoles, dans nos institutions. En même temps, nous voulons que les produits cuisinés dans les écoles, dans les institutions au Québec, soient des produits locaux et réellement cuisinés à partir d'ingrédients, donc à partir de tomates, à partir d'oignons, que ce soit des recettes saines pour nos enfants. Aussi des recettes qui incluent, et on ne veut pas éliminer la viande, mais réduire un peu la présence de la viande dans les repas, dans les cafétérias, essayer d'adapter notre monde à se rendre compte qu'une alimentation avec des légumes, c'est bon aussi, c'est agréable aussi, c'est nourrissant aussi, parce que, et à Québec solidaire, on ne va pas éliminer la production animale, ni éliminer la consommation animale, Ok. mais on voudrait éventuellement qu'il y ait une consommation animale un peu plus basse sur la moyenne. Donc qu'on arrive à quelques repas par semaine qui contiennent des aliments carnés, mais pas qu'il y en ait tous les jours forcément. L'idée est que dans un contexte de changement climatique, nous n'aurons pas le choix de faire ça. Nous voulons le faire de façon moins rapide qu'une imposition. Nous voulons le faire simplement parce que les gens réalisent que des repas de légumes, ça peut être bon aussi. Ok, quand vous dites qu'il faut réduire la consommation de viande, pourquoi exactement? Bon, soyons très simples. Un mammifère, quand il consomme, donc que ce soit une vache ou un cochon ou un oiseau comme une poule, quand elle Hmm? va consommer des aliments, à peu près 90% de ce qui va être consommé va être brûlé pour faire de la chaleur, pour faire battre le cœur, pour bouger, pour tous les processus métaboliques dans le corps. Et à peu Ok. près 10% va se ramasser éventuellement en chair consommable.
Donc, pour obtenir, disons, 1 kilo de bœuf, il faut multiplier par 10 un peu moins d'une centaine de kilos de produits végétaux pour produire cette alimentation. Au Québec, nous n'avons que 2% du territoire qui peut servir à l'agriculture. Ok. Actuellement, on ne subvient même pas au tiers de la consommation québécoise avec ce qu'on produit au Québec. Si on veut arriver à presque 100% de produits québécois dans l'alimentation des Québécois, il va falloir qu'on produise plus d'aliments consommables avec les mêmes 2% de territoire. Et malgré les changements climatiques, oui, on pourrait théoriquement cultiver plus au nord, mais les sols plus au nord ne sont pas adaptés à l'agriculture. On ne cultivera jamais du maïs, on ne cultivera pas de la tomate sur les pentes du parc des Laurentides. Les sols Ok. ne sont simplement pas adaptés. On est pris avec le 2% de territoire agricole qu'on a. Il faut qu'on puisse produire le plus possible et le mieux possible avec ce 2%-là. Pourquoi est-ce qu'un agriculteur aurait avantage à voter pour Québec solidaire? Parce qu'à Québec solidaire, oui, nous voulons qu'il y ait des règles. En agriculture, nous voulons que l'agriculture soit faite de façon plus consciencieuse de l'environnement. Mhm. Maintenant, le corollaire de ça, c'est qu'actuellement, nos producteurs, nos productrices sont confrontés à une concurrence de l'étranger, de produits qui viennent d'Amérique latine, qui viennent de Chine, qui viennent même des États-Unis, qui n'ont pas respecté les règles qu'on applique au Québec. Les règles sont souvent beaucoup plus laxistes à l'étranger. Et en fait, ce que le gouvernement québécois fait actuellement, par exemple, en réglementant l'usage des néonicotinoïdes dans les champs de maïs et de soja, ce qui, en passant, je suis tout à fait d'accord pour la réglementation des néonicotinoïdes, mais c'est complètement hypocrite parce qu'à côté de ça, on va aller importer du maïs ou du soja de l'étranger qui sont allègrement traités aux néonicotinoïdes. Donc, il faut être conséquent avec nos choix. Oui, nous avons des demandes pour les agriculteurs et les agricultrices, mais nous allons aussi travailler sur les règles de salubrité, les règles de santé et les règles environnementales à l'importation des aliments. Quelque chose que nous pouvons commencer à faire avec le MAPAC et une fois la souveraineté faite, que nous pouvons faire avec les pleins pouvoirs. Nous voulons que nos agriculteurs, nos agricultrices produisent mieux. Nous voulons aussi qu'ils ne soient pas concurrencés par des gens de l'étranger qui produisent objectivement mal. En dehors de cela, nous croyons aussi que les producteurs agricoles qui changent leurs pratiques ont besoin d'un soutien. C'est un risque financier, c'est un risque réel de, comme on dirait dans le milieu, perdre son champ, de changer ses pratiques parce qu'on peut avoir un nouveau ravageur qui rentre, une mauvaise herbe qui vire en sapin dans Oh, certains cas oui, et qui tout à prend le fait. contrôle de son champ. Pour éviter cela, pour que les producteurs fassent le choix de changer quand même, il faut qu'ils soient soutenus par des produits d'assurance qui prennent en compte le risque. Là, il y a tout le problème de la financière agricole du Québec, qui actuellement au Québec ne prend en compte que les pratiques établies de l'agro-industrie et Mhm. qui ne soutient pas toutes les pratiques qui pourtant peuvent être vérifiées par la science autant qu'on veut, ne sont pas les pratiques baquées par la grosse industrie agricole. Nous voulons que les producteurs puissent être assurables quand ils font le choix d'aller vers des productions moins dommageables pour le climat, pour nos sols, pour nos cours d'eau. Et pour ça, il y a toute une réforme de la financière agricole à faire, et nous allons la faire. Nicolas, tantôt, vous avez parlé du MAPAC. Je suis pas sûr que ce soit clair pour peut-être tous les auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus c'est quoi le MAPAC? Oui, donc le MAPAC est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Il travaille quand on parle d'agriculture, deux grands domaines. Beaucoup de subventions et de soutien financier surtout. Il a déjà eu un rôle de soutien technique avec des agronomes qui travaillaient pour le MAPAC et allaient sur le terrain conseiller les producteurs agricoles. Nous voulons Mhm. ramener ce rôle de conseil parce qu'il a été malheureusement trop coupé par les gouvernements précédents. Et ça, je l'entends des producteurs et des productrices agricoles, c'est un manque. Les producteurs et les productrices n'ont pas juste besoin de soutien financier, ils ont aussi besoin d'expertise, de gens qui viennent sur leur ferme, qui les aident à prendre les meilleures décisions. L'autre rôle du MAPAC est beaucoup au niveau de la mise en marché, de la transformation. Mais en gros, c'est le ministère qui va gérer tout ce qu'on voit en agriculture, avec un petit peu le ministère
de l'occupation du territoire qui va jouer un peu sur certains dossiers et le ministère de l'Environnement qui va jouer sur certains dossiers. Mais quand on parle d'agriculture au Québec, le MAPAC, c'est vraiment le chef de file de tout ce qui se passe en agriculture. Dans les derniers jours, Québec solidaire a présenté son plan de transition économique Maintenant ou jamais, dans lequel il est question notamment de la création de 300 000 emplois verts pour le Québec. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Les changements climatiques, c'est quelque chose qui s'en vient. Les scientifiques maintenant sont à peu près unanimement d'accord que la fameuse cible d'1,5 degré Celsius de réchauffement qu'on voulait ne pas atteindre, malheureusement est maintenant inévitable. Le 2 degrés Celsius est très probable, et si on continue comme on s'en va là, 3, 4, voire 5 degrés est tout à fait possible, malheureusement. Les conséquences seront graves, voire dramatiques. On est en ce moment sur Terre à peine 0,8 degrés Celsius, et ça a déjà donné 80 quelques morts à Montréal à cause des canicules. Imaginez 1,5. Et c'est exponentiel, cette chose-là. Chaque 0,5 degré de plus, les conséquences augmentent de façon beaucoup plus forte qu'au 0,5 degré d'avant. Ça, c'est juste pour faire un peu le portrait. Nous sommes dans une crise qui s'en vient, qui sera dramatique. Elle va nous forcer à changer tout notre modèle économique au grand complet. Nous, à Québec solidaire, on est prêt à le changer d'avance, à commencer à le changer avant qu'on mange le mur dans la face. Ce qu'on veut, c'est à la fois mettre en place les changements pour diminuer drastiquement nos émissions, mais aussi mettre en place les changements pour adapter notre système au changement climatique. Donc, je vais par exemple prendre l'exemple de l'agriculture. Il y a un travail à faire pour diminuer les émissions. Il y a des pratiques agricoles qui produisent plus de GES que d'autres. Il y en a que les producteurs ont déjà commencé à adopter de façon importante. Par exemple, en maïs et en soya, il y a le semis direct, où on arrête de retourner son sol et on replante directement dans le sol sans l'avoir retourné. Ça diminue de façon importante les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est une pratique qui est largement adoptée maintenant par les producteurs de maïs et de soja au Québec. Donc même les grosses productions industrielles le font. C'est des changements qui se sont faits. Il y a beaucoup plus de changements à faire. Ensuite, il y a l'adaptation. Il va falloir s'adapter à des nouveaux ravageurs agricoles qui vont rentrer. Là, il y a une expertise scientifique à développer pour savoir comment le mieux combattre tous ces nouveaux ravageurs qui vont entrer à cause du changement climatique. Dans la dernière décennie, par exemple, il y a la cécidomie du chou-fleur qui est rentrée, qui est un petit insecte qui s'attaque, comme son nom l'indique, au chou-fleur, au brocoli, à toute cette famille-là, et qui peut détruire un champ complètement. Donc là, il y a du travail de recherche à faire pour savoir, mais qu'est-ce qu'on va faire contre cette petite bébête? Parce que sinon, on peut oublier la production de chou-fleur et de brocoli. J'étais à une réunion l'an dernier au lac Saint-Jean. Elle est rendue au lac Saint-Jean, donc elle est quand même rendue beaucoup plus au nord qu'on s'y attendait. Donc, il y a des choses à faire de ce côté-là. Maintenant, vous me posiez la question sur les emplois, plus spécifiquement. Déjà, en termes d'emploi, il y a toute la question du transport. Donc, il va falloir que notre transport devienne autant que possible un transport carboneutre. Et pour ça, il va falloir construire de grandes infrastructures de transport en commun qui sont efficaces et réellement utilisables par la population. Construire cela, ce sera déjà des emplois de construction de façon importante. Il va falloir qu'on change nos normes de construction. Donc actuellement, on construit en bonne partie nos gros édifices, nos gros bâtiments avec du béton. Le béton, malheureusement, est une des sources les plus importantes de gaz à effet de serre au Québec. Au Québec, c'est autour de 20% de la production de gaz à effet de serre. Il va falloir diminuer notre consommation de béton. Ça veut dire construire plus avec des matériaux alternatifs, dont le bois. Et ça veut dire recréer des emplois dans nos secteurs forestiers, recréer des emplois en construction avec le bois pour changer nos modes de construction. Il va falloir également que nous travaillions aux technologies de demain, entre autres les technologies des batteries. Je pense particulièrement au lithium. Il y a beaucoup de matériaux qui sont actuellement exploités en Chine, on parle des terres rares, de façon franchement inadmissible au point de vue environnemental. Oui, c'est vrai que ce sont des matériaux difficiles à extraire du sol, mais au Québec, nous avons des gisements. Et si nous voulons faire une réelle transition, il va falloir que nous ayons accès
à ces produits. Donc, il va falloir réouvrir un secteur minier des terres rares au Québec, entre autres du lithium. Et là aussi, on parle d'emploi. Et bien sûr, on parle de toute une économie circulaire à écrire. Euh, Par exemple, tous ces produits que nous avons jetés pendant des décennies dans les dépotoirs, il faut qu'on puisse les réutiliser. Il faut qu'on puisse prendre nos vieux cellulaires et retirer les terres rares qui sont déjà dedans. On n'a pas besoin d'aller les miner. Elles sont dans les cellulaires. Il n'y a qu'à les extraire. Et là, il y a toute une industrie de la robotique, de l'automatisation à faire et des emplois en réemploi, en reconstruction, en réutilisation de ces métaux rares, de ces terres rares, de tous ces matériaux qu'on enfouissait dans le passé. Finalement, parlant d'obsolescence programmée, il y a beaucoup d'objets, de gogos, de gadgets, je pense à des machines à laver, à des cellulaires, à des ordinateurs qu'on importe de l'étranger, qui durent 2, 3 ans, et quand ils brisent, on les jette, et là, on va en chercher des nouveaux à l'étranger. À Québec solidaire, nous voulons développer des circuits plus courts, où il y aurait une garantie de 10 ans obligatoire sur les gadgets électroniques, sur les laveuses, sur les frigos, que tous ces appareils soient obligatoirement garantis 10 ans, que leur réparation soit obligatoirement peu coûteuse et faisable. Et ça veut dire non seulement construire des appareils comme ça au Québec, mais toute une industrie de la réparation à recréer. Cette époque où le monsieur de Métac venait chez vous réparer votre laveuse, ben, c'était une époque intéressante. Parce qu'au lieu de racheter une laveuse au complet, on allait réparer une pièce et quelqu'un était embauché pour venir réparer une pièce. Il faut revenir à ça dans une perspective environnementale. Il faut qu'au lieu de jeter nos électroménagers, jeter nos meubles, qu'ils soient réparables. Et ça veut aussi dire des emplois de gens qui vont être formés pour réparer nos outils de tous les jours. Je vais m'abstenir de faire un commentaire partisan, mais néanmoins, je pense qu'on peut tout de même dire qu'il y a une vraie réflexion. Ou du moins, il y a un projet très intéressant pour les différentes régions du Québec à vous écouter parler. Mais pourquoi est-ce que le vote de Québec solidaire sort pas massivement en région? Très souvent, on dit que Québec solidaire, c'est un parti plus de la ville de Montréal. Pourquoi est-ce qu'on n'observe pas un engouement très important pour Québec solidaire dans les différentes régions du Québec? On observe un engouement dans les villes de région. Quand on va à Sherbrooke, quand on va à Rouyn-Noranda, quand on va à Rimouski, on voit un engouement. Maintenant, quand on est dans les plus petites communautés en région, le premier gros défi de Québec solidaire, et ça on l'a appris dès le début, c'est que nous on ne gagne pas parce que les médias parlent bien de nous, on ne gagne pas parce qu'on a des millions pour faire de la publicité dans tous les coins du Québec. On ne gagne pas parce qu'on promet un pont ou qu'on promet une autoroute ou qu'on promet des bonbons électoraux à des régions. On gagne quand on a une équipe de militants et de militantes sur le terrain. Nous, on gagne quand on rencontre le monde physiquement. Et pour ça, ça prend d'avoir de fortes équipes de militants et de militantes bien entraînées. Et ce développement prend du temps. Parce que les gens qui deviendront j'utiliserai le mot gestionnaire de campagne dans une circonscription, ce sont ceux et celles qui étaient bénévoles l'élection d'avant. Il faut avoir été bénévole à faire des appels téléphoniques quelques fois avant de commencer à expliquer à quelqu'un de nouveau comment faire un téléphone. Le pointage, il faut des équipes solides pour en faire. Et le porte-à-porte, ça se fait pas tout seul. On n'a pas encore inventé de drone qui fait le porte-à-porte à notre place. Donc pour ça, il faut du monde. Si vous parlez de comtés gagnés depuis longtemps pour Québec solidaire, comme Mercier, comme Gouin, comme Sainte-Marie-Saint-Jacques, on parle de milliers de bénévoles dans une campagne. Des milliers de gens qui vont donner une journée de leur temps, des fois 2, des fois qui vont donner 3 jours par semaine et qui vont nous faire gagner. Et c'est comme ça qu'on gagne. Dans Gouin, dans Mercier, dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, ça fait longtemps que c'est réglé et qu'on a ces équipes et qu'on sait qu'on les gagne parce qu'on a le monde pour les gagner. On a des comtés où on est arrivé à ça cette fois-ci. Des comtés comme Laurier-Dorion, des comtés comme Hochelaga-Maisonneuve. On les gagnera possiblement cette fois-ci parce qu'on a les équipes. Je vous parlais de Laval, où j'ai milité dans le passé. Il y a 2 élections, l'équipe de Laval, c'était 6 bénévoles.
En plus des 6 candidatures. L'élection d'après, nous avions une employée. Et maintenant, il y a des employés, un local, des dizaines de bénévoles. Et il commence à y avoir une équipe qui peut amener des gains intéressants. La trappe, c'est que nous ne sommes pas au même niveau d'organisation partout sur le territoire. Et cette élection-ci est une des premières où nous avons vraiment une équipe électorale, même des fois juste de quelques personnes, mais elle existe dans tous les comtés au Québec. Et si l'équipe cette fois-ci dans un comté en zone agricole est de 5 personnes cette fois-ci, ben c'est l'équipe qu'on avait à Laval pour 6 circonscriptions la dernière fois. Et maintenant, regardez l'équipe à Laval. C'est des dizaines de gens dans le local électoral tous les jours. Je ne pense pas que le problème en région, c'est tant que notre message est mauvais. Je pense que notre problème, c'est qu'on a jusqu'à maintenant pas eu le monde, pas eu les paires de bras, pas eu les gens prêts à faire chaque petit village, à faire la route de village en village pour aller cogner aux portes pour faire passer notre message. Et là, enfin, nous avons ces équipes partout sur le territoire. Et ces personnes qui sont formées à être bénévoles cette fois-ci, ben, ce seront les gestionnaires de campagne la prochaine fois, qui recruteront encore plus de bénévoles. Et à la prochaine élection, là, on pourra rentrer en force partout sur le territoire. Il y a à Québec solidaire une progression. Il faut se rappeler que c'est un parti qui a 12 ans. Et en 12 ans, on en a fait pas mal des choses, malgré le fait que les médias ne nous ont pas forcément aidés. Il y a eu l'étude de mi-campagne, je me rappelle plus du nom du chercheur qui est sorti au début de semaine, qui regardait l'exposition médiatique des 4 grands partis, et Québec solidaire est encore une fois très largement sous-représenté dans les grands médias. Nous, c'est par la force militante qu'on fait les choses, et enfin, nous avons des équipes partout sur le territoire et elles ne sont peut-être pas à la force partout de nous faire gagner cette fois-ci partout, mais c'est en progression et les équipes d'aujourd'hui, ce seront les gestionnaires de demain qui géreront des équipes encore plus grosses et à la prochaine élection, vous verrez qu'il y aura du monde en force partout sur le territoire au Québec. Une personne qui vous écoute et qui décide de s'impliquer peut-être en dernière minute dans la campagne électorale, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire? Est-ce qu'il y a moyen de contacter Québec solidaire? Est-ce qu'il y a une démarche à suivre pour s'impliquer dans la campagne? Eh bien, c'est très simple. Il y a d'abord mouvement.québecsolidaire.net. C'est notre plateforme de mobilisation principale où vous pouvez vous inscrire comme bénévole, où vous pouvez voir quels événements se passent déjà près de chez vous. Il y a aussi des invitations à participer, par exemple, à des appels téléphoniques. Si vous êtes dans une région plus éloignée, que vous n'avez pas de voiture, vous ne pouvez pas vous déplacer vers un événement qui ne se passerait pas dans votre village, ben, on a toujours du pointage téléphonique qui se fait. Okay. Et vous pouvez vous inscrire à une liste d'appels. On vous enverra un script. On vous laisse pas tout seul avec ça. Une ligne téléphonique où vous pouvez appeler pour vous faire former. Et on vous donnera des listes de téléphones que vous pourrez appeler vous-même et commencer à travailler pour le parti en appelant de chez vous, dans le confort de votre salon, à appeler des électeurs, des électrices pour les convaincre de voter Québec solidaire. Il y a plein de choses à faire. Moi, je vous dirais d'aller d'abord sur Mouvement. Regardez ce qui se fait dans votre région. Si ça se trouve, votre candidat ou votre candidate organise un café solidaire ou un 5 à 7, allez-y, rencontrez votre candidat, votre candidate, son responsable des bénévoles ou sa responsable des bénévoles, prenez une bière, discutez, et vous verrez où ça peut mener. Ça peut mener pas mal loin. Moi, je me suis fait embarquer comme ça en 2008 et regardez où j'en suis maintenant. Québec solidaire a promis de respecter l'engagement qui avait été pris par le Parti libéral qui consiste à protéger 10% des aires marines québécois d'ici 2020, en considérant qu'il n'y a pas eu tant d'améliorations que ça qui ont été faites dans les dernières années, ou du moins que la cible d'ici 2020 semble assez difficile à atteindre. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de dire on va prendre le flambeau de cet engagement qui a été pris par le Parti libéral? Tout à fait. Il y a une urgence à protéger des territoires, principalement pour des questions de biodiversité. Et là, il est important de noter que ce qui est le plus important, c'est pas tant de protéger 20% du territoire et on se fiche un peu quel 20%. C'est de protéger 20% de chaque écosystème au Québec. Parce que si on protège 20% du territoire québécois au complet dans la forêt boréale, ben on va se retrouver avec quelques espèces d'arbres protégés, mais la plupart de nos espèces, elles vivent dans le sud, elles vivent dans les tourbières, elles vivent dans des milieux très sensibles. Et c'est très important de protéger une portion de la forêt boréale.
mais ce n'est pas la majorité des espèces au Québec. La majorité des espèces en danger ou en voie de disparition, elles sont dans les zones les plus chaudes de la province, les zones du sud, et malheureusement aussi dans les zones où il y a le plus de population et le plus de pression sur elles. Elles se retrouvent, par exemple, dans la rivière des Mille-Îles, qui longe, dans le fond, c'est entre la rive nord et l'île de Laval. Donc, on est au cœur de la banlieue montréalaise. La rivière des Mille-Îles est un des derniers endroits où il reste des morceaux de ce qu'était avant l'écosystème de l'archipel d'Hochelaga, la grande région montréalaise, qui sont des marécages, des marais et des marécages chauds en eau peu profonde où l'eau est très chaude, où on va retrouver des plantes qui sont parentes de familles de plantes tropicales. Et c'est que là qu'elles peuvent vivre au Québec parce qu'elles monteront certainement pas à Rouyn-Noranda, ces espèces-là. Donc, Ouais. il est crucial, les petits morceaux qui restent de ces écosystèmes, d'aller les protéger tout de suite et maintenant. Parce que la pression est telle sur ces écosystèmes qu'ils doivent être protégés avant que les derniers morceaux soient détruits. Aussi, ils doivent être connectés. Parce que malheureusement, quand des portions de territoire deviennent trop petites, et ça, c'est la biogéographie des îles, qui est un mode, dans le fond, une façon de voir l'environnement en écologie, c'est de voir les portions de territoire comme des îles, et de regarder comme, dans le fond, elles se comportent comme des îles. Plus elles sont petites, et plus elles sont loin d'autres îles, moins l'immigration et l'émigration peuvent sauver une population petite. Et plus une population est petite, plus la simple chance statistique que deux femelles reproductrices meurent la même année peut statistiquement arriver et détruire la population. En gros, c'est ce qu'on appelle la stochasticité. Plus une population est petite, plus son risque d'extinction est fort, par le simple hasard. Parce que s'il y a 7 femelles reproductrices, ben, il est bien possible que par hasard, les 7 meurent la même année. Et là, on a perdu notre population. Alors que si on en a 700, et les chances statistiques que 700 femelles meurent la même année sont très très faibles. Donc on augmente les chances de survie contre le risque du hasard d'une population. Désolé de rentrer dans de la biologie relativement pointue. Là, on est vraiment dans la science biologique. Non, c'est correct. Au final, il est super important pour ces raisons que les plus petits territoires, qui sont aussi, parce qu'ils sont dans le sud du Québec, les territoires les plus riches du Québec, soient connectés entre eux pour être sûr que si une espèce a de la misère dans un territoire, ben, elle puisse être aidée par un plus gros qui peut envoyer des immigrants. Par exemple, la rainette faugrillon de l'Ouest, qui est une espèce en danger principalement dans des boisés de la rive sud et de la région montréalaise. Ben, si elle va mal dans un boisé, il faut qu'il puisse y avoir des rainettes qui viennent dans notre boisé à côté. Parce que sinon, la population en danger dans un petit boisé, ben, elle va s'éteindre toute seule, qu'on le rase ou pas. Et pour cela, surtout en région montréalaise, surtout là où la population est importante, surtout dans le fleuve Saint-Laurent, là où l'activité industrielle, le passage des bateaux est important, il est crucial que nous protégions ces habitats maintenant. Sinon, on va perdre des espèces. Ça n'a pas l'air si important que ça, comme ça. Mais la biodiversité, c'est tout un système intégré où les espèces répondent aux pressions, aux populations, aux interactions avec d'autres espèces. Quand on perd une espèce, on perd tout un schème d'interaction qui se fait avec d'autres espèces autour. Et on crée un réel risque, éventuellement, de taper une espèce clé et d'avoir un effondrement de tout le système. C'est aussi parce que des espèces, ça contient beaucoup de molécules chimiques qu'on pourrait utiliser éventuellement, par exemple en pharmacie, par exemple dans des applications. Quand on perd une espèce, on perd un des chapitres du grand livre des molécules chimiques. La plupart des médicaments qu'on utilise autour de nous ont été développés à partir de plantes, à partir d'insectes, à partir de bactéries, que ce soit la pénicilline, que ce soit le Taxol qui a été utilisé dans les chimiothérapies. C'est toutes des molécules de plantes qu'on a trouvées dans une plante ou une bactérie ou un champignon qu'on a pu extraire, reproduire et utiliser à nos propres fins. Mais quand on perd une espèce, c'est tout un livre de recettes possibles qu'on perd aussi. Et c'est des choses que l'humanité plus tard aurait pu utiliser. Et on perd cette capacité pour toutes les générations à venir. L'évolution a passé tous ces millions d'années à créer des molécules, à créer des suites de gènes particulières qui mènent à des processus biochimiques particuliers. En perdant des espèces, on perd des processus biochimiques, on perd des molécules,
on perd une partie du grand livre de recettes qui fait la vie. Et perdre des recettes, c'est jamais le fun, que ce soit en pâtisserie ou en biologie. Surtout dans ce cas-ci, c'est un peu plus dramatique. Là. Bah, c'est aussi triste quand vous perdez la recette de brownies de votre grand-mère, mais... Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que établir des aires protégées comme ça, à partir d'un certain point, ça rentre en collision ou en opposition avec le développement économique? Pas du tout. Ce qu'il va falloir que nous fassions, c'est apprendre à mieux utiliser le territoire que nous utilisons déjà. Par exemple, en foresterie, il y a moyen de ramasser du bois dans une zone forestière sans faire des coupes, s'en aller, replanter. L'industrie forestière depuis l'aurore boréale, et d'ailleurs chapeau à Monsieur Desjardins, qui a vraiment, c'est probablement la personne qui, elle toute seule, a aidé le plus à changer la foresterie au Québec. L'industrie forestière est bien mieux qu'elle l'était il y a 20 ans. C'est encore pas tout à fait ça. Mais une aire protégée, il faut pas penser à la faire en pensant aux usages économiques possibles, parce qu'il y a des usages économiques possibles partout. Et on peut faire des usages économiques dans toutes les portions du territoire du Québec. Okay. Des zones à protéger, il faut les protéger, point. Parce que si on se dit « Oh, mais il pourrait y avoir une mine intéressante là, une fois qu'elle est protégée et qu'on la déprotège, ou qu'on la protège que partiellement, ben ça sert à quoi de protéger des zones? Parce qu'on va toujours finir par avoir un gouvernement qui va décider de les raser. » Je pense qu'on peut constater, pas seulement dans la campagne électorale, c'est pas nécessairement propre au Québec, mais ça se constate aussi au Québec, je pense. Il y a toujours une espèce de cynisme ambiant en politique. Très souvent, les promesses électorales, on peut pas dire que c'est des promesses qui ont la meilleure réputation. Pourquoi est-ce qu'on devrait croire aux promesses de Québec solidaire? Bon, tout d'abord, à Québec solidaire, nous sommes un parti éminemment démocrate. Les promesses, c'est une chose, c'est ce qu'on fait pendant la campagne, avant que les citoyens, les citoyennes mettent leur petit bulletin dans l'urne. Et après, on devrait ne plus les écouter pendant 4 ans. Nous, à Québec solidaire, on pense que c'est dans tout le courant du mandat qu'il faut que les citoyens et les citoyennes aient leur mot à dire dans les élections. Et oui, nous faisons des promesses et nous allons les tenir. Mais la démocratie, ça se tient pas à j'ai promis quelque chose aux gens, je l'ai fait, voilà, j'ai fait mon travail. Le monde évolue, la politique évolue tous les jours, les situations changent, les personnes vivent des situations particulières, ont des idées, ont des rêves et devraient pouvoir l'exprimer aux députés en permanence. À Québec solidaire, pour briser le cynisme, le meilleur médicament, la meilleure solution, c'est d'avoir des assemblées publiques. Et moi, si je suis élu, je m'engage à le faire tous les mois dans mon comté. Et à Québec solidaire, on compte le faire de façon obligatoire, pas autant que tous les mois, mais moi, je compte le faire tous les mois, où j'ouvrirai une salle, je serai là pour discuter avec mes concitoyens et mes concitoyennes, les écouter, prendre ce qu'ils ont à dire et vraiment travailler avec eux et elles les politiques que nous devons pousser à l'Assemblée nationale pour le comté. Parce que c'est pas pour moi que je travaille, c'est pour les citoyens et les citoyennes de Jacques Cartier. C'est ça, au final, le rôle d'un député. En théorie, c'est représenter les gens à l'Assemblée nationale. Et bien que le député représente vraiment les gens. Nicolas, on est déjà rendu à la dernière question de l'entrevue. Si vous deviez convaincre un électeur indécis de voter pour Québec solidaire, ce serait quoi vos principaux arguments? Mon principal argument, c'est d'abord que Québec solidaire, c'est le seul parti qui, non seulement met l'environnement, qui est le défi, qui nous pend au bout du nez, qu'il va falloir qu'on règle, ou du moins qu'on mitigue, parce qu'on réglera pas tout, mais il va falloir mitiger les impacts du changement climatique. Nous sommes le seul parti qui, non seulement a ça au cœur de son programme, mais aussi l'intègre avec le système de santé, l'intègre avec l'urbanisme, l'intègre avec l'économie, et voit ça d'une façon complètement intégrée. Pour quelqu'un qui regarde le futur et qui se rend compte de ce qui nous pend au bout du nez, voter Québec solidaire est la meilleure option. Ensuite, j'inciterai à voter Québec solidaire parce que, justement, nous sommes un parti démocrate et que voter pour nous, c'est pas juste voter pour nous, c'est aussi voter pour des gens qui vont réellement continuer à écouter après le 1er octobre, où les citoyens pourront réellement rentrer dans nos bureaux après le 1er octobre et continuer à nous parler. Moi, j'habite dans mon comté, je suis de mon comté, je vais y rester
Et je vais continuer à parler avec mes concitoyens, mes concitoyennes. Et c'est avec une politique réellement démocrate que je pense qu'on va pouvoir faire changer les choses. Parce qu'au final, oui, il y a des désaccords entre les partis, des questions qu'on utilise pour se tapocher à la période des questions. Mais on oublie qu'une bonne partie des votes au Québec à l'Assemblée nationale sont des votes de consensus. Sur beaucoup de questions, les députés de tous les partis s'entendent et sont d'accord pour améliorer le Québec dans une direction. Il faut que les députés soient vraiment là avec les citoyens et citoyennes, quel que soit le vote qu'ils et elles aient fait, pour les écouter, pour les soutenir, pour les représenter. Malheureusement, je pense que c'est pas tous les partis qui font ça. Moi, je m'engage à le faire. Écoutez, Nicolas, c'était très intéressant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un réel plaisir de vous entendre parler. Bah, ça m'a fait plaisir aussi, Michael. Ça a été un grand plaisir de parler avec vous pendant cette petite heure. Et je suppose que je vais vous souhaiter une bonne soirée et un beau montage. Au nom de toute l'équipe du Discord solidaire, on voulait vous souhaiter une bonne chance pour la campagne en cours. Merci beaucoup et une très bonne campagne à vous. Merci. Donc, nous, on se retrouve pour un prochain podcast. À la prochaine.